c'est vrai que c'était une belle journée. Qui se lance pour la première question? Allez-y. Donc en 2005, là, vous sortiez La Marche de l'Empereur. Aujourd'hui, vous revenez avec... oui, c'est ça, avec l'Empereur. Donc je suppose qu'il y a eu un certain nombre de changements entre hier et aujourd'hui, quand vous êtes parti tourner en Antarctique. Donc quel est votre constat et comment imaginez-vous l'avenir sur ce continent, pour ce continent? Le constat, c'est pas moi qui le fais, c'est les scientifiques. C'est Oui. vrai que c'est toujours plus rigoureux d'une certaine manière de prendre le point de vue un peu haut de la science. Que nous disent les scientifiques aujourd'hui, on savait qu'il se passait, que le réchauffement était le bouleversement était très opérationnel, si je peux dire, en Arctique, avec des fontes absolument colossales et un horizon sur les glaces d'été du pôle Nord à 10 ans, où le pôle Nord sera libre de glace, sera une mer libre. Donc ça va très très vite. Je crois qu'on avait plus 20 degrés avant-hier par rapport aux moyennes normales en Arctique. Donc c'est considérable. L'Antarctique a été longtemps considéré comme un lieu un peu bizarrement à l'abri. Il se trouve que les études récentes sont en train de nous prouver le contraire, et surtout des manifestations du bouleversement climatique très fortes, d'énormes failles de glace, des énormes icebergs qui partent aujourd'hui au large. Et si on en vient à l'empereur, l'empereur est extrêmement lié, comme vous l'avez vu dans le film, au cycle de la banquise. Il lui en faut un optimum. Je suis désolé. Pas assez de banquise, il n'a pas de support stable pour élever son poussin. Trop de banquise, il a trop à marcher, et il n'a pas le temps de ravitailler son poussin avec une fréquence assez forte pour pouvoir mourir. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On a eu énormément de chance, nous, l'année dernière, sur l'expédition, d'avoir une colonie extrêmement bien portante, avec des poussins qui étaient bien nourris, qui allaient bien. Cette année absolument catastrophique. Cet été austral qui se termine à l'Europar est catastrophique. Les 2 années avant l'expédition ont été catastrophiques. Ça veut dire qu'il y a 3 générations où sur les 2500, 3000 poussins qui éclosent, il n'y en a quasiment aucun qui meurt. C'est tellement aujourd'hui sensible que des scientifiques, je fais paraître demain une tribune avec un scientifique qui s'appelle Christophe Barbon, qui nous dit à 50 ans, à horizon 50 ans, on va perdre cette espèce. Et à titre d'individu, ou à titre de père de famille, je ne peux pas imaginer laisser un monde à mes enfants où il n'y a pas d'empereur. Parce que, à la limite, on pourrait se dire qu'on laisse perdre une espèce, pourquoi pas au fond. Sauf que le problème, c'est que l'empereur, c'est le sommet d'une chaîne alimentaire. S'il n'y a plus d'empereur, ça veut dire que tout est déréglé, y compris chez nous. C'est pas parce que c'est loin là-bas. Donc c'est un signe en plus pour dire que notre avenir à nous est extraordinairement menacé. Et peut-être pour conclure avec cette très longue réponse, moi ce que j'aimerais avec ce film, c'est que les gens se disent, ok, j'ai compris, c'est beau, c'est précieux, c'est incroyablement adapté, c'est peut-être le symbole de la lutte pour la vie, et je ne veux pas laisser perdre ça. Et l'idée, c'est d'arriver à mettre les gens en mouvement sur des valeurs qui sont des valeurs positives, des valeurs d'attachement, des valeurs... Ok, on a compris. On a toute la technologie aujourd'hui, on a des sociétés qui sont stables, on a l'énergie pour ça, mettons-nous en route. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi serait idéal. Il se trouve que l'histoire, ces derniers temps, a tendance à me donner tort, mais j'espère que c'est qu'un épiphénomène. Merci. Ça a répondu à toutes les questions. Je vais essayer d'être plus bref. C'est un sujet qui, comme vous l'avez vu, me tient un peu à cœur. Alors, merci pour cette réponse. Déjà, moi, j'avais une question. Donc, on disait que vous aviez tourné il y a 12 ans un premier film, La Marche de l'Empereur. Là, vous êtes allé tourner l'Empereur. D'où vous est venue l'idée de tourner un nouveau film sur cette espèce? Parce que, enfin, voilà, quel message vous vouliez rajouter ou faire passer par rapport à le premier film? Je pense souvent à ces réalisateurs, c'est pas toi qui vas me dire le contraire, qui sont obsédés par un acteur ou une actrice, parce que cet acteur ou cette actrice dégage quelque chose que nous, en tant que réalisateurs, on essaye de saisir. On peut appeler ça un charme, on peut appeler ça une magie, on peut appeler ça une beauté, peu importe. Moi, cette espèce me fascine, je vous apprendrai rien en disant ça. Donc, il y a quelque chose que j'essaye de saisir et qui m'échappe chaque fois. Ça ne veut pas dire que je vais en faire 10 ou 15, peu importe, mais vous compreniez ma démarche. J'étais toujours resté sur la frustration pendant la marche de l'Empereur de n'avoir jamais pu aller dans son univers sous-marin. Là, j'avais à la fois les hommes qui me permettaient de faire ça et la technologie. Et j'avais envie aussi, parce que ça fait 5 longs métrages que je fais sur la nature, de me dire, est-ce que je suis capable,
avec cette espèce qui est absolument unique et qui, à mon sens, est la seule à pouvoir autoriser ça, de travailler avec la grammaire du cinéma pour raconter un destin. Vous ne faites pas du chant contre chant avec un tigre, un éléphant ou un boa. L'empereur le permet. Et vraiment, c'était une forme de défi personnel que d'arriver à m'intéresser, à mettre en avant un personnage dans une foule, hein, puisque je vous rappelle qu'ils se ressemblent tous. Et voilà, c'était aussi pour moi une façon de me projeter dans quelque chose qui me semblait un peu compliqué. Comment avez-vous fait pour différencier les héros du film des autres congénères? Ça, c'est au filmage et au montage. Vraiment, c'est à la prise de vue, avec une caméra qui se focalise sur un animal, qui va laisser hors champ les autres. Donc c'est vraiment... Et puis après, tout le travail sur le montage. D'accord. Mais vous devez toujours les suivre à la caméra, parce qu'à un moment, on s'y perd avec tous ces animaux. Ben, j'espère que le public s'y perdra pas trop, en tout cas. Pouvez-vous nous parler de votre collaboration sur ce film avec le compositeur Cyril Haufort? Cyril devient aujourd'hui un vieux complice qui a cette capacité à traduire les émotions qui sont toujours difficiles à formuler quand on parle de musique et qui a vraiment cette capacité de se mettre au service sans ego, c'est-à-dire que comme beaucoup de gens, Lambert en a été, c'est-à-dire ok, je sais faire plein de choses, j'ai un talent et je me mets au service du film et le reste compte pas parce que ce qui compte c'est quelque chose qui nous transcende tous, qui est de transmettre une émotion. Et Cyril l'a fait très très bien. Merci. Oui. On a pu voir un petit making-of de votre expédition. On voyait les empereurs vagabonder en dessous des caméras et de votre équipement. Comment avez-vous fait pour les éloigner ou vous avez attendu ou... J'ai failli vous répondre une bêtise. Non, je voulais... Tu l'as fait, merci. Je préfère que ça soit toi, en fait. Non, c'est juste aller doucement. C'est juste aller doucement. Si vous vous approchez, il y a toujours une distance de sécurité. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur le tournage de l'Odyssée, mais Oui. il y a un moment où on sent qu'il commence à vous éviter. Donc ça, quand vous avez un peu ce feeling-là, vous dites ok, je suis trop près. Mais là, juste en s'avançant comme ça, eux vont avoir tendance à refluer. C'est ce qui m'a permis de reprendre ma caméra. Mais juste une anecdote, j'ai attendu 8 jours que les petits se mettent à l'eau. La première fois qu'ils se sont mis à l'eau, ils se sont mis sous ma caméra. Je ne pouvais pas tourner. Vous prenez votre caméra, vous la renversez comme ça, je ne pouvais pas tourner. Parce que je devais être quelque chose d'à peu près stable dans le paysage pour eux, et du coup ils sont venus se jeter sous. Oui, c'est ce qu'on Donc, voyait. un peu agaçant pour tout vous dire. C'est ce qu'on voyait dans le making-of. D'où la remarque de mon camarade. Alors j'ai une question stupide. Un peu stupide que Donc ça, vous avez vu que c'est assez détendu. Alors, ma fille, en voyant le film, elle voulait adopter un pingouin. Alors je voulais que vous lui expliquiez pourquoi elle ne pourra pas. Alors, le manchot empereur, lui, eh bien, sa température, on appelle ça sa température de base, où il est confortable, il n'a ni trop chaud ni trop froid, c'est -20. Donc ça veut dire qu'il faudrait habiter dans un grand congélateur chez vous pour qu'il soit à l'aise. Sinon, il aura vite trop chaud. Après, c'est un animal, comme vous l'avez vu, qui est un animal océanique. Donc, il n'y a rien qu'il aime autant que nager et nager profond. C'est un deuxième point. Et le troisième point, c'est que c'est un animal qui mange du poisson, des poissons très particuliers, qui vivent en Antarctique et seulement en Antarctique. Et ça va vous faire cher d'envoyer des bateaux pour aller pêcher jusqu'à là-bas. Et le quatrième point, c'est que les animaux sauvages sont tellement beaux dans leur milieu naturel que je ne crois pas que ça soit une bonne idée. Merci pour votre réponse. Ça va aider. Vous aurez des arguments comme ça. Oui. Comment se scénarise un documentaire comme ça? Vous savez à l'avance un peu l'histoire que vous voulez raconter ou c'est en fonction des images que vous prenez? Là, l'histoire, très objectivement, je la connaissais par cœur, puisque le cycle des manchots empereurs, c'est toujours le même. L'enjeu, comme je vous le disais tout à l'heure, était vraiment de trouver un angle qui permette de suivre un personnage, et que la caméra aide le spectateur à suivre ce personnage. Donc ça, c'est une première couche au filmage, si je puis dire, et une deuxième couche qui est au montage, où là, effectivement, moi j'aime bien aussi, quand on ramène les rushs au studio de montage, on s'aperçoit qu'il y a toujours des petites choses qui vous échappent, et certaines images qui sont plus magiques que les autres. Ça, c'est le cinéma qui a ça. Il y a un moment, une image devient transcendantale d'une certaine manière. Et j'aime bien aller chercher ça, parce que ça a beaucoup plus de force que la simple description. Et le troisième élément, c'est effectivement tout le travail qu'on a fait avec Lambert, c'est
ramener par la voix une émotion et les éléments nécessaires et suffisants pour qu'on comprenne l'histoire, sans qu'on ait l'impression qu'il y ait quelque chose de plaqué. Et ça, c'est du feeling. C'est pas trop de voix, mais assez. Faire passer un maximum de choses par le jeu de l'acteur, qui économise des phrases, qui économise des adjectifs. Et c'est en ça que c'est intéressant de travailler avec quelqu'un comme Lambert. C'est-à-dire qu'il va vous dire sur une expression ce qu'il aurait fallu des phrases de description pour arriver à amener ça au spectateur. Justement, c'est une question sur le travail ensemble, donc Lambert et Luc. Comment est-ce que, à quel moment Lambert Wilson vous êtes arrivé sur le projet, et puis du coup comment s'est passé le travail, est-ce que vous avez été impliqué de bout en bout sur le film, vous avez travaillé ensemble sur toute la production, vous êtes peut-être allé sur le tournage, je ne sais pas, comment s'est passé le travail. J'aurais bien aimé, non, moi je suis arrivé très tard, puisqu'en fait le film était déjà monté, et Luc avait préparé le texte, qu'il a continué vraiment à écrire jusqu'au dernier moment, vraiment jusqu'au dernier moment. Ce qui est particulier dans ce travail-là, c'est que les metteurs en scène qui font des films qui leur prennent énormément de temps, qui vivent avec les mots qui vont accompagner ce film, qu'ils enregistrent souvent eux-mêmes, d'ailleurs, dans une première version, ont une attente très particulière, parce qu'en fait, comme disait Luc, ça va vraiment être le vecteur de l'émotion et aussi de certains concepts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement l'émotion, elle est véhiculée immédiatement par les images, mais il y a des informations qui passent par la voix, et ça nécessite à ce moment-là une phase très 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 précise de direction d'acteur pour que le metteur en scène retrouve son rêve d'une certaine façon. Parce que c'est ça, parce que lui, il a vécu très longtemps avec ça. Il a entendu ces commentaires, il les a imaginés, peaufinés au fil des mois. À un moment donné, il les met en forme plus ou moins définitive, parce qu'il faut bien enregistrer, ça s'arrête. Mais c'est pas comme un... Ouais, on pourrait comparer ça, effectivement, avec un metteur en scène qui fait un montage d'une fiction, qui a rêvé sur ses dialogues, mais à un moment donné, les dialogues, ils s'arrêtent pour le tournage. Là, l'évolution, elle est possible jusqu'à l'enregistrement, jusqu'au dernier moment. Mais on sent que il faut cristalliser quelque chose avec lequel le metteur en scène a vécu pendant très longtemps, dans la solitude. Non ? Tout à fait. Non, c'est exactement ça, mais c'est vrai que le parallèle avec la fiction, ça va être le travail de l'acteur quand vous jouez avec des dialogues, c'est-à-dire que l'intention, vous allez la donner et elle va être inscrite dans l'image. C'est vrai que là, ça arrive a posteriori, mais la musique de la voix, je l'entends. Et la chance de travailler avec des gens de talent, c'est de justement dépasser ça. C'est-à-dire que, ah oui, la musique, dans ma tête, c'était ça, mais effectivement, dit comme ça, c'est encore mieux. Et c'est là que ça devient génial, parce que ça devient un dialogue, et c'est ce que j'attends, au fond, parce que si c'était pour rester tout seul dans ma tête, je ferais les choses tout seul, d'une certaine manière. Mais cela étant dit, je dois dire que Luc, il est particulièrement exigeant et précis dans ses indications musicales, là où beaucoup d'autres auraient pu simplement être convaincus facilement, parce que voilà, on a du métier, on le fait régulièrement, moi j'en fais pas mal, mais parce que la matière, elle est quand même assez réduite, et donc il ne faut pas se tromper sur la façon de colorer ce matériel. C'est-à-dire qu'on peut vraiment... on peut changer vraiment c'est comme une musique de film aussi. Mais cette exigence, on la rencontre rarement. Vraiment. Moi, je veux rebondir sur votre réponse. Vous avez l'air d'envier Luc. Je sais que vous êtes très attaché à la nature. Vous avez doublé déjà de nombreux documentaires, notamment pour la BBC. Ça ne vous tenterait pas de partir en expédition comme Luc ou... J'étais parti en expédition puisque je suis allé en Antarctique avec le tournage de l'Odyssée. Ouais. C'est très particulier. L'image filmée m'intéresse, et j'ai fait 2 documentaires pour le moment, un sur le tournage de l'Odyssée, où justement j'ai filmé des images en Antarctique. Mais là, on parle du travail d'une vie. Il est clair que j'ai pas une formation de biologiste. Je veux dire, je peux être témoin de ce qui se passe autour de moi, et c'est pour ça que maintenant, j'ai toujours ma caméra vidéo, parce que voilà, on sait jamais.
on ne sait jamais ce qu'on va faire des choses. Non, mais on ne sait jamais, comme si, par exemple, Monsieur Jacquet, pour repartir, vous proposez de partir avec lui. Ah ben alors, s'il me propose de partir en Antarctique, ça j'y vais demain, ça c'est évident. Mais oui, parce que pour moi, c'était une rencontre extraordinaire avec un continent quand même bouleversant à plein de niveaux. C'est le plus beau voyage que j'ai fait de ma vie. Et bon, j'ai pas été partout, mais je pense que ce qui m'a plu, c'est qu'il n'y avait pas d'humains, en fait, c'était ça. Très peu. Et en tout cas, que les humains qui sont là sont... je ne veux pas dire par là que je fuis les humains, mais en même temps, qu'il y a un territoire où leurs actions sont quand même très limitées, soit par les conditions tout simplement météorologiques, physiques, soit par la loi, parce qu'on n'a pas le droit de s'emparer de ce territoire. Ça fait du bien. À une époque où on dévaste tout et où vraiment les nouvelles ne sont pas très bonnes, côté protection de l'environnement, on est très ému par le fait d'être là sur un territoire où ça raconte surtout un voyage dans le temps pour moi. Un temps où l'homme n'est pas encore en train de dévaster tout, où il n'existe même pas du tout. Moi, je crois que je ne connais pas une personne qui soit allée en Antarctique qui ne dit pas en substance qu'il vient de l'Irlandais. Les Anglais ont un mot pour ça qui n'est pas très joli. Ils appellent ça l'Antarctic Bite, la morsure de l'Antarctique. Et je vous assure que c'est quelque chose qui est inexplicable, parce qu'en dépit du charme qui vient d'être évoqué, c'est extrêmement loin, extrêmement dur. Vous êtes détaché forcément de votre famille longtemps, puisqu'il faut un mois, rien que pour y aller et revenir, il faut un mois. Mais il y a un charme qui est incroyable. Et la beauté de ce paysage qui change en permanence au gré du moindre changement de lumière, puisque tout est blanc. Donc le paysage accepte n'importe quelle lumière que lui donne le ciel ou le soleil. La confrontation avec la puissance de ce continent est quelque chose d'incroyable dans ses dimensions, dans le rapport au vent, le rapport à la tempête. C'est quelque chose qui est inimaginable et peut-être aussi le plaisir de se sentir petit à sa juste place et d'appréhender le défi que ça représente que d'être vivant là-bas. Je crois que cette leçon de modestie ou de sagesse, on l'appellera comme on voudra, est aussi quelque chose pour beaucoup dans le charme de cet endroit. Est-ce qu'il y a une dernière question? C'est le deuxième film que vous faites sur l'empereur. Est-ce que vous avez d'autres histoires à raconter sur cette espèce pour des films à venir, ou est-ce que vous envisagez d'autres documentaires sur l'Arctique ou sur vraiment d'autres univers comme vous avez pu le faire pour les défis de forêt par exemple? Oui, j'avais juré que je ne referais pas de documentaire sur l'empereur, et me voilà par jour 12 ans plus tard, donc je ne vais pas vous faire encore une autre promesse que je ne vais pas tenir. Mais c'est sûr que moi, j'ai un métier fabuleux, c'est un métier qui me permet d'être curieux dans ce que je fais et d'aller à peu près partout. Après, il y a une dimension qui est plus militante, qui est effectivement cette mobilisation pour la biodiversité, pour un monde qui soit vivable. Donc ça, c'est quelque chose qui m'agite beaucoup. Et je crois que je suis toujours tiraillé entre l'amour que j'ai pour le cinéma, que ce soit les films de fiction, que ce soit des films plus écrits que celui-là, dans un genre différent, et ce plaidoyer permanent que j'ai, voilà, donc oui, je dirais probablement en Arctique. Je devais faire le passage du Nord-Est cette année. Je ne le ferai pas puisque les Russes sont en train de durcir considérablement les autorisations sur ces lieux-là. Mais oui, c'est des régions qui m'attirent aussi différemment parce qu'il y a tout l'aspect culturel qu'on n'a pas du tout en Antarctique. L'homme habite l'Arctique depuis très longtemps et donc les traditions, un rapport aux choses qui, moi, me manque un peu dans le sud. J'aime bien quand tu dis dans le sud. Pardon.